veut que cela s'applique au privé. Boycott de la transgambienne, l'on semble s'acheminer vers la décrispation. Transporteurs sénégalais et gambiens se sont rencontrés à Keur Aïb. Et puis en politique, reportage à Grand Yoff, fief du maire de Dakar, Khalifa Sall, et du Premier ministre Aminata Touré. Les populations se prononcent sur la bataille des locales qui va opposer les deux. L'actualité internationale avec Sormana Tambay, bonjour. Bonjour Antoine Diouf. En Guinée-Bissau, la Commission nationale électorale parle d'un taux de participation de plus de 70% à l'issue des élections présidentielles et législatives. Le PAIGC serait en tête. Le terroriste Mortar Belmokhtar est bien vivant. Traqué dans le nord du Mali, il se serait réfugié en Libye. Et puis un plus grand dispositif sécuritaire à l'aéroport de Conakry. C'est pour contenir le virus Ebola et éviter donc qu'il ne se propage, Antoine. L'actualité des sports avec Boubacar Kamaldien, bonjour. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Football, 16e journée de la Ligue 1 sénégalaise. Giraffe toujours leader, Linguère de Saint-Louis, le grand réveil, Port, adieu à la série noire, les repères de la 16e journée aux environs de 12h20. Basketball affaire Mam Jojo Diouf, Baba Tandian blanchit la meneuse des Lions et enfonce le comité de normalisation du basketball sénégalais. L'ancien président de cette discipline est en conférence de presse actuellement. Absence de médecins et de boîtes de pharmacie dans les écuries, les lutteurs en danger permanent. Reportage de Salif Sow dans ce journal. C'est à l'écurie Yembel Mbolo. Rendez-vous donc à 12h20 pour le développement de tous ces titres. Boubacar Kambeldien. Affaire du site de l'ambassade de Turquie sur la Corniche Ouest. Répression d'une manifestation contre le projet en cours. L'affaire prend d'autres tournures. Que pensez-vous de tout cela? On en parle dans Point de vue. Bienvenue à toutes et à tous. Exclusivité RFM, Macky Sall décide de ne pas protéger l'ancien président malien Amadou Toumani Touré, a été réfugié au Sénégal après sa chute, pourrait être jugé par son pays pour haute trahison. L'autre possibilité, c'est que le prédécesseur d'Ibrahim Boubacar Keïta peut être jugé par les chambres africaines extraordinaires. Babacar Fall. C'est sans état d'âme que le président Macky Sall a décidé de livrer Amadou Toumani Touré à la justice s'il est poursuivi par le Mali. Nous ne le protégerons pas, déclare Macky Sall dans des propos rapportés à RFM par une source au sein de l'entourage du chef de l'État sénégalais. Le président Sall envisage de mettre en œuvre les mécanismes juridiques existants, donc deux options. Si le Mali veut juger ATT à Bamako, le Sénégal va extrader le président déchu du Mali. Seconde possibilité, le président Ibeka et son gouvernement pourraient aussi poursuivre Amadou Toumani Touré devant les chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises. Mais, toujours selon la même source, cette position de Macky Sall date de longtemps, bien avant la visite d'Ibrahim Boubacar Keïta à Dakar. Ibeka et Macky Sall, le problème se trouve ailleurs. Le président sénégalais est un ami de Soumaïla Cissé, l'opposant malien. Mais pour en revenir à l'affaire ATT, que s'est-il passé entre Macky Sall et Amadou Toumani Touré? On se rappelle, c'est l'actuel président sénégalais qui est allé chercher ATT à Bamako juste après le coup d'État de 2012. Pourquoi les relations entre les deux hommes se sont détériorées? Le président Sall reprocherait à Amadou Toumani Touré d'avoir des connexions avec des milieux occultes dans son exil dakarois. Babacar Fall, visite du président malien au Sénégal après le tête-à-tête entre le président Sall et le président Ibrahim Boubacar Keïta. Ce matin donc, les deux chefs d'État feront face à la presse. Sinon, c'est le cas à l'instant entre les deux présidents Sall et Keïta. Il y a eu beaucoup de supputations sur leurs relations. Le politologue Albert Bourgi refuse de croire à l'existence d'une brouille entre les deux hommes. Il parle de rapports fusionnels entre le Sénégal et le Mali. Du coup, il est impossible qu'un chef d'État malien ignore le Sénégal. Ibeka est sénégalais. Il a de vieux amis à Dakar, a déclaré Bourgi, qui soutient par la même occasion qu'il peut y avoir des maladresses des deux côtés, ce qui expliquerait toutes les interprétations faites sur les relations entre le Sénégal et le Mali. Albert Bourgi est joint par El Hadj Alassane Samba Diop. On peut difficilement même qualifier d'interétatique, mais des rapports fusionnels entre les sociétés maliennes et sénégalaises. Je ne vois pas comment on peut imaginer qu'un chef d'État malien puisse ignorer, pas le voisin, mais le pays, ma foi, le pays avec lequel il y a des liens de toutes
sorte, historiques, culturels, économiques, politiques, familiaux aussi. Non, je crois pas. Il se trouve sans doute, Ibeka se trouvait confronté, vous le savez comme moi, à une situation extrêmement complexe, très difficile, qu'il l'est encore en grande partie. Il lui a fallu sans aucun doute sillonner beaucoup de pays, beaucoup de régions, traverser, comment dirais-je, les mers pour aller plaider la cause de son pays. J'ai la chance de connaître Ibeka. Ibeka est un peu un Sénégalais. Ibeka est même beaucoup un Dakarois. Ibeka connaît toutes les fibres sociales, culturelles du Sénégal. C'est-à-dire qu'il a des amis partout ici. Des amis, de vieux amis avec lesquels il entretient des liens fraternels. Vous voyez, donc c'est pour ça que je ne crois pas qu'il faille voir, je crois qu'il faut être extrêmement prudent. Il y a eu sans doute, peut-être, des fois, telle ou telle maladresse commise de part et d'autre, hein, aussi bien du côté malien que du côté sénégalais, des maladresses qui ont, ma foi, amené les commentateurs, c'est leur rôle, hein, moi je dirais contre cela, à voir un petit peu ce qu'il y a derrière tel ou tel geste, tel ou tel acte, tel ou tel retard. Il est 12h06, vous suivez le grand journal. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. On attendait sa libération ce matin, mais finalement, Latif Gomis a été déféré au parquet. Il s'agit de ce membre du mouvement Y en a marre, interpellé par la police samedi dernier lors d'une manifestation non autorisée du collectif du littoral. Ses camarades exigent sa libération. Retrouvons au palais de justice Ousmane Gueye. Latif Gomis est arrivé vers 10h ici au palais de justice. Pour le moment, il n'est toujours pas fixé sur son sort. On note la présence de souteneurs, notamment ses camarades de Y en a marre. Ces derniers ne savent pas non plus ce qu'on reproche à Latif. Le samedi, le Y en a marriste était venu au commissariat central soutenir les manifestants arrêtés. C'est alors que la police lui a demandé de quitter les lieux. Il a été accompagné de ses amis. Latif a alors eu un échange heurté avec la police selon la version de Y en a marre. Les jeunes de Y en a marre, justement, croient savoir que c'est ce qu'ils vont aujourd'hui donc des déboires donc à leurs camarades avec la justice. Il faut dire pour finir que la plateforme Non au mur pour la défense du littoral, composée de Y en a marre, de SOS Littoral et d'autres organisations, tient une conférence de presse demain mardi. Ousmane Gueye, palais de justice, RFM. Ousmane Gueye, merci. Le président Macky Sall aligne le privé sur le public. Il annonce la retraite à 60 ans pour le secteur privé. C'est lors de la cérémonie d'ouverture de la première conférence sociale à Dakar. Et le président Sall a annoncé également la création du Haut Conseil du dialogue, mais aussi la mise en place d'un comité de suivi du dialogue social dans les secteurs du nettoiement et du gardiennage. Voici le président Macky Sall au micro de Mantouré. Je dis sans embâche que je soutiens totalement la généralisation de la retraite à 60 ans. Les patrons doivent savoir que l'espérance de vie, le bien-être familial a entraîné quand même un bien-être collectif. À 55 ans, le travailleur, quel que soit le métier qu'il fait, à 55 ans, il doit évoluer au sommet de sa hiérarchie, au moins pour devenir conseiller ou alors encadrer la retraite à 60 ans. Je pense qu'il faut essayer sur cette question au moins de faire avancer les accords. Là, je dois aussi, à la vérité, de dire aux travailleurs, il faut qu'ils augmentent leurs cotisations. On ne peut pas cotiser un minimum et vouloir à la retraite avoir une protection sociale, ce n'est pas possible. Mais il faut que les gens comprennent qu'il y a des limites qu'on ne peut pas dépasser. L'État n'a pas les moyens de satisfaire les revendications qui sont portées à ce niveau tous les jours. Ce n'est pas possible. Déjà que nous consommons la moitié de nos recettes budgétaires, la moitié, pour le fonctionnement, pour le salaire et traitement. Et l'autre moitié donc doit servir les 10 millions de Sénégal. Et chaque jour, on veut augmenter, augmenter de ceci. Là, je dis que ce n'est pas possible. J'ai décidé de renforcer le cadre institutionnel du dialogue social par la création prochaine d'un haut conseil du dialogue social. Mieux encore, j'invite les partenaires sociaux à actualiser la convention collective nationale interprofessionnelle et conclure des conventions collectives dans les branches telles que le gardiennage, le nettoiement, la presse et le transport.
Le président Macky Sall, donc, qui veut aligner le privé sur le public en ce qui concerne la retraite à 60 ans. Au moment où se tient la première conférence sociale qui traite des questions relatives au dialogue social et aux autres questions majeures qui concernent le monde du travail, des salariés font état de leurs préoccupations, dont les faibles salaires, les contrats de travail et autres. Reportage Diana Basseidouba. Chaque année, nous signons le contrat saisonnier. Ce monsieur qui a requis l'anonymat évolue dans le secteur du tourisme. La quarantaine dépassée, il travaille dur dans une entreprise privée. Il estime qu'il est mal payé avec des contrats qui n'évoluent guère. Si je te dis que le salaire, ça n'arrive même pas à 100 000 francs, attends, pour quelqu'un qui travaille plus de 40 heures la semaine, mais là, c'est des conditions qui sont très difficiles. Hein. Bon, c'est pas un travail protégé dans la mesure où tu imagines quelqu'un qui a fait dans une boîte presque 7 à 8 ans et qui se retrouve au chômage sans droit ni rien, franchement, c'est pas facile quoi. Et puis ce n'était pas des contrats à durée déterminée, ce n'était pas des contrats garantis, mais c'est des contrats saisonniers quoi. Dans un tout autre domaine, Sania est un technicien de surface. En plus des problèmes d'ordre salarial, il remarque que la direction de son entreprise n'a aucune considération pour les employés. Il s'en désole. Vous savez, moi, quelquefois, je retrouve 40 000, 13 000 ou 20 000 francs dans mon compte. Et je ne sais jamais ce qui se passe parce que nous n'avons pas de bulletin de salaire. La direction de notre société refuse de nous les donner. Au-delà de ça, on nous traite comme des moicriens. La direction n'a aucun respect pour les employés. Même le masque que j'utilise, je l'ai payé moi-même. Ces travailleurs interrogés disent tout bas ne pas être satisfaits de leur entreprise, qui selon eux les exploite, raison pour laquelle ils demandent à l'État d'envoyer plus souvent les inspecteurs du travail pour mettre à nu ce qui se passe d'anormal dans certaines entreprises. Il est 12h11, vous suivez le grand journal. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Antoine Diouf. Les transporteurs sénégalais et gambiens sont en train d'œuvrer pour la fin du boycott de la Transgambienne. Ils se sont rencontrés hier à Keur Aïb. Des solutions ont été proposées par rapport à la traversée de la Gambie et la question des tracasseries policières posées par la partie sénégalaise. L'appel de Lamine Ba. Une grande rencontre a réuni syndicats de transporteurs sénégalais et délégations gambiennes hier dimanche dans la localité frontalière de Keur Aïb. Les deux parties ont poursuivi les négociations pour trouver une solution à la crise qui s'est installée entre elles depuis quelques mois. L'ordre du jour de la rencontre était axé sur la recherche d'un consensus autour de la tarification à verser à la Gambie par les transporteurs sénégalais au niveau de la traversée du bac de Farafenni. L'échange fut fructueux car un apaisement du climat très tendu entre les deux parties a été noté selon nos sources. Le bon état d'esprit qui a prévalu lors de cet échange s'est soldé par un début de solution à la brouille. En effet, le syndicat des transporteurs sénégalais a accepté de payer les droits de la traversée avec le franc CFA en contrepartie d'une réduction du coût de la traversée par la Gambie. Les mêmes sources informent que la délégation gambienne a manifesté sa volonté d'adhérer au principe, mais entend soumettre la proposition à ses autorités pour validation. D'autres propositions ont aussi jailli de ce conclave. Il s'agit de la cessation de nombreuses tracasseries policières sur la Transgambienne et la réduction des checkpoints. Cependant, la validation de ces propositions retenues lors du conclave de Keur Aïb est laissée à l'appréciation des autorités gambiennes qui vont entériner ou rejeter. Si le premier cas de figure venait à être constaté, le boycott de la Transgambienne par les transporteurs sénégalais devrait pouvoir être levé dans les tout prochains jours. Les deux parties ont aussi convenu de mettre en place une commission dont la principale mission sera de veiller à l'application stricte des accords qui devront être signés dans les 2 prochains jours. Lamine Bassidou, Radio Futur Média. Le journal. L'actualité politique. Élection locale du 29 juin prochain, bataille entre Khalifa Sall, c'est l'actuel maire de Dakar, et le premier ministre Aminata Touré pour le contrôle de la mairie de la capitale. Tous les deux candidats sont originaires de la commune d'arrondissement de Grand Yoff. Certaines populations interrogées pensent qu'Aminata Touré est certes compétente, mais elle ne fait pas le poids devant Khalifa Sall. L'actuel édile de la capitale sénégalaise est présenté comme étant un homme compétent populaire. Reportage à Grand Yoff, Mamoudou Amardion. Deux candidats, deux mastodontes de la politique pour un poste, celui de maire de Dakar. Mais avant cela, Khalifa Sall et Aminata Touré vont être départagés par le vote des populations
population de Grand Yoff. Dans ce quartier populaire de Dakar, on pense déjà à son prochain maire, Modou Diop di Baye Fall. Le futur maire doit réhabiliter cette route intérieure détruite depuis plus de 4 ans. Les égouts aussi doivent être réparés. Ndeye Cissé penche pour l'actuel maire de Dakar. Khalifa Sall est très sociable et il est très proche de nous. Il nous aide à résoudre nos problèmes, et ce depuis toujours. Abdoulaye Diop vit avec un handicap depuis 1972. Il nous confie qu'il ne savait même pas qu'Aminata Touré était de Grand Yoff. Tout le monde a vu ce que Khalifa Sall a fait ici. Il a recruté des jeunes, il a réalisé des projets, mais Aminata Touré, je ne la connais pas à Grand Yoff. Quant à Khalifa Sall, il me rend des fois visite. Il s'assied ici même. Aminata Touré est bien connue aux HLM Grand Yoff. Certains habitants, comme ce jeune homme, louent ses qualités. Aminata Touré est très compétente. Vraiment, c'est une femme compétente. Aminata Touré a les compétences pour gérer la mairie de Dakar, mais pour ces populations de Grand Yoff, Khalifa Sall jouit d'une plus grande popularité. Dans la communauté rurale de Ndiass, la coalition PDS Réumi et Oun promet un audit foncier si elle accède à la tête de cette collectivité locale. D'après cette coalition, Ndiass souffre de plusieurs maux. Amour Abdou Diouf Junior. Ils ont décidé de mélanger l'orange et le bleu avant d'y ajouter du Andligay, un cocktail molotov destiné à la case Benno Bokiyakar, Souleymane Faye, membre de la coalition. Dirigé depuis plus de 12 ans par l'AFP, la communauté rurale de Ndiass subit une gestion brillante. Il s'avère plus que jamais nécessaire de réunir tous les fils et toutes les filles de la localité pour enfin relever le niveau de développement local. Unis dans le cadre d'une coalition afin de gagner des élections et de mettre en place une équipe compétente et de gérer ensemble d'une manière démocratique et transparente pour l'intérêt de la future communauté. La future commune de Ndiass est tout le temps secouée par des scandales fonciers. Point de vue de Khalid Diouf de Réumi, il promet des audits. Depuis 12 ans, Ndiass est en train de mourir à petit feu aujourd'hui. On ne peut même pas lister aujourd'hui. On est tellement aujourd'hui agressé par les gens du point de vue foncier. Je ne parle même pas les autres volets de développement comme l'éducation, la santé. Mais nous ne savons pas si ce sera un autre. Mais en tout cas, l'état de l'île sera fait. Ndiass, ville stratégique très convoitée pour son activité économique, notamment ses usines et son aéroport. Réumi, PDS et Hounligay sont sûrs de pouvoir la gagner et la mettre sur la piste du décollage. Abdou Diouf Junior Mbour, Radio Futur Média. L'actualité internationale. Rebonjour Sordana Tambaye. Bonjour Antoine. Élection présidentielle et législative en Guinée-Bissau. La commission électorale parle d'un fort taux de participation. Plus de 70% et le PAIGC serait en tête. Toutefois, José Mario Vage demande à ses militants et sympathisants de ne pas manifester avant la proclamation des résultats. À Bissau, nous retrouvons notre envoyé spécial Abdoulaye Sambou. Les regards sont aujourd'hui tournés vers la commission nationale électorale où sont centralisés tous les procès-verbaux issus des bureaux de vote. À ce niveau, on affiche la sérénité et une motion de satisfaction à cause de la participation massive et du calme observé pendant les opérations de vote. Je n'ai pas tous les chiffres, mais je puis vous assurer que le taux de participation dépasse largement les 70%, ce qui est au motif de satisfaction. Fin de citation a déclaré à la presse le président de la commission nationale électorale Auguste Mendes. Les observateurs étaient unanimes également à reconnaître le bon déroulement des opérations de vote et ont félicité de ce fait les Bissau-Guinéens pour leur civisme. De sources proches de la CENI, les premiers résultats partiels pourraient être connus d'ici mercredi. Pour sa part, le PAIGC, l'ancien parti au pouvoir, a appelé ses militants au calme, même s'il reconnaît le porte-parole de cette formation politique, la tendance est à leur faveur. Jean-Bernardo Vieira demande à ses militants et ses partisans de s'abstenir de manifester avant la proclamation des résultats par la CENI, seul organe habilité à le faire. Abdoulaye Sambou Bissau, RFM. En Mauritanie, après un début humide la semaine dernière, le dialogue reprend entre pouvoir et opposition. Les deux partis espèrent trouver d'ici 3 à 4 jours de négociations un consensus en vue d'une élection présidentielle transparente et inclusive. Nouakchott Mohamed Diop. Des principaux partis de l'opposition avaient boycotté les dernières élections législatives et municipales faute de consensus. Pour éviter que le scénario ne se répète, pouvoir et opposition se
retrouvent ce lundi autour d'une même table pour discuter des conditions d'une élection présidentielle inclusive. 3 pôles participent au dialogue. D'un côté, la majorité consolidée, les représentants du gouvernement et de la majorité présidentielle. De l'autre, les 2 pôles de l'opposition. Il s'agit des 3 partis de l'opposition dite modérée, réunis sous la bannière Convention pour une alternance pacifique. Il s'agit également des 14 partis de l'opposition dite radicale, des représentants d'organismes syndicaux et de la société civile, ainsi que des personnalités indépendantes, tous regroupés sous le Forum national pour la démocratie et l'unité. Les 3 camps avaient tenu samedi une rencontre préparatoire au cours de laquelle l'ordre du jour du dialogue a été fixé sur 3 points, à savoir d'abord des mesures de confiance pour un climat apaisé, ensuite des garanties de transparence d'une élection présidentielle libre, crédible et consensuelle, et enfin un calendrier approprié pour mettre en œuvre les mesures convenues. Mohamed Diop, Nouakchott, RFM. En Guinée, le dispositif sécuritaire a été renforcé à l'aéroport de Conakry. Et c'est pour lutter efficacement contre le virus Ebola. Les passagers doivent subir des contrôles minutieux avant d'embarquer. Actuellement, on parle d'un bilan de 104 morts depuis le début de l'épidémie d'Abdou Diouf. À l'entrée de l'aéroport d'Essia de Conakry, les passagers sont soumis à des contrôles particuliers. Un pistolet laser sur la tête pour mesurer la température, une caméra thermique pour afficher la chaleur des corps sur un écran plat. C'est le nouvel rituel pour ceux qui prennent l'avion. Ce dispositif de sécurité sert à identifier les passagers qui ont une fièvre au-delà de 38 degrés. Au-delà de cette température, il y a une alarme rouge qui apparaît. Dans ce cas, le passager est appelé pour avoir des questions supplémentaires. Avant l'enregistrement, tous les voyageurs doivent répondre à quelques questions d'ordre sanitaire pour s'assurer qu'ils n'ont présenté aucun symptôme du virus Ebola. Certains soutiennent cette mesure de sécurité, d'autres se montrent plus sceptiques, mais tous coopèrent. Mais il faut dire qu'avec ce système, impossible de savoir qui porte le virus d'Ebola. De cette manière, le principe de précaution passe avant tout. Le terroriste Mokhtar Belmokhtar serait en Libye selon plusieurs informations sortant. Le premier pour mort, Antoine, mais il est bien en vie. Cette grande figure du terrorisme dans le Sahel et le Sahara s'est réfugié en Libye et promet d'agir bientôt. Les États-Unis ont mis sa tête à prix pour 5 millions de dollars, soit près de 2,5 milliards de francs CFA. Et les troupes françaises le traquaient également dans le nord du Mali. Plusieurs sources sécuritaires confirment la présence de Mokhtar Belmokhtar sur le sol libyen. Le djihadiste est l'auteur d'enlèvements de ressortissants européens et a organisé une sanglante prise d'otages en Algérie, durant laquelle 37 personnes ont péri. En Centrafrique, l'heure est aux négociations après les affrontements de la semaine dernière. À Bria, les centaines d'éléments de l'ex-Séléka qui s'y trouvent n'ont pas apprécié l'arrivée des soldats de la MISCA et de l'opération Sangaris. Pour détendre le climat, des hauts responsables rebelles du gouvernement et de Sangaris ont entamé des pourparlers. Démarche plutôt difficile vu les divisions au sein même de l'ex-rébellion Séléka. Le général Yaya, par exemple, reproche aux forces internationales de s'attaquer aux musulmans et critique le colonel Ousta pour sa proximité avec Sangaris et la MISCA. Et pourtant, à l'issue de la réunion d'hier, le général Yaya affirme n'avoir pas de problème avec le colonel Ousta. Les deux hommes sont tout de même d'accord sur un point, oui au désarmement, mais pas sans condition. Une autre rencontre est prévue ce lundi, Antoine. C'était les actualités internationales présentées par Sornana Tambay. Merci. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Affaire du site de l'ambassade de Turquie sur la Corniche Ouest, répression d'une manifestation contre le projet en cours. L'affaire prend d'autres tournures. Que pensez-vous de tout cela? Nous en parlerons d'un point de vue, ce sera dans moins de 10 minutes. Boubacar Kamel pour les sports, du basketball d'abord, affaire Mame Jojo Diouf. Le déballage continue après les terribles révélations du comité de normalisation. C'est Baba Tandian qui contre-attaque. Oui, Baba Tandian qui contre-attaque. L'ancien président de la Fédération sénégalaise de basketball blanchit la menace de jeu des Lions et enfonce Serigne Mboup, le président du comité de normalisation. Justement, on doit avoir Mame Jojo Diouf en exclusivité sur la RFM. Mame Jojo, bonjour. Bonjour,
Voilà. Donc alors Mame Jojo, depuis quelque temps, on parle de l'affaire Mame Jojo Diouf avec un problème de sous évoqué par le comité de normalisation. Alors votre première déclaration, qu'en est-il exactement concernant ces sous 5 000 euros? Oui, en premier lieu, je tenais à remercier le président de la République parce que si c'était pas lui, je pense que tout ce qui se dit en ce moment, on ne le dirait pas. Donc j'ai tout entendu, ça me fait vraiment mal que le comité de normalisation ait tenu cette discussion venant de moi. Moi, tout ce que je tenais à dire, c'est que tout ce qu'ils ont dit, c'est pas vrai. Donc la falsification qu'ils ont dit, et puis le numéro de compte bancaire, et puis tout ce qu'ils ont dit, c'est pas vrai. Vraiment, Baba Tandian, je le remercie parce qu'il a voulu endosser toute la responsabilité pour me blanchir et tout, mais c'est vraiment gentil de sa part, mais c'est pas ça. Le problème, c'est que quand le comité m'a appelé, ils m'ont dit de leur envoyer un numéro de compte bancaire pour mon salaire déjà, et puis un numéro de compte pour la clinique. C'est ce numéro. Moi, je n'habite pas en Italie. Oui. Je ne vis pas en Italie, donc déjà j'ai pas de papier en Italie, donc je ne peux pas fournir un document ou bien fournir un numéro de compte. Mon mari en ce moment-là, il était au Sénégal. Oui. Donc j'ai pris le document de ma belle-sœur, je les ai envoyés, ça c'est pour mon salaire. Tout à fait. Donc, et je les ai envoyés en même temps le numéro de compte du clinique. Okay. Par la suite, ça fait presque 2 mois, ils ont passé le virement. Donc, je ne vois pas pourquoi les gens ils sont en train de dire des conneries comme quoi que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ça m'a... Je ne peux même pas parler. Je préfère même m'exprimer en Wolof comme ça les gens vont vraiment m'entendre. Tout à fait. Dans l'édition, on aura Boubacar Kamel. Allô, Djadjo? Oui, dans l'édition en Wolof, en fait, on aura le temps quand même, bien sûr, de vous entendre largement sur cette affaire. Mais alors, là, vous ne vous reprochez rien du tout concernant cette affaire? Je ne me reproche rien du tout. Au contraire, j'ai la conscience tranquille. Très bien. Ok. Voilà. Donc, c'était donc Mame Jojo Diouf. Alors, dites-nous un peu des nouvelles vous concernant votre rééducation et surtout votre prochain club. Là, pour le moment, je suis en période de rééducation. Vraiment, ça se passe très bien. Je tenais vraiment à remercier le président de la République, celui qui a payé toutes les frais de la rééducation. Et puis, M. Pape Mayel, qui n'est même pas une personne du monde du sport. Pape Mayel, directeur des AD, qui m'a vraiment soutenu. Abbas Ndoye, qui est président de l'écurie de France. Okay. Et Bourika Fall. Ils m'ont vraiment soutenu dans cette période. Moi, c'est pas la blessure qui m'a vraiment affecté, mais le comportement des gens, le monde du basket qui devait vraiment me protéger, qui ne m'ont pas protégé, alors qu'ils sont là à raconter des conneries, à dire des choses qu'ils ne maîtrisent même pas. Ici, c'est l'Italie. Tu peux pas rester au Sénégal, rester là-bas à raconter des conneries qui ne sont même pas vraies. Vraiment, j'ai vraiment mal. Tout à fait, tout à fait. Ils ont même appelé la clinique pour demander si j'ai payé. Et Mama Diaro, qui est une ancienne basketteuse, qui connaît le monde sportif, qui donne le numéro de téléphone de la clinique à une dame qui habite à Bergamo pour demander si Jojo est blessé, si Jojo prend des médicaments, si Jojo se soigne dans cette clinique. Alors que moi, je me suis en direct. D'accord. Quand j'étais sur la place, je portais le maillot Sénégal, je n'ai pas porté le maillot suisse. Alors, Mame Jojo, alors, pour l'équipe nationale, vous serez toujours d'attaque? Moi, je suis un soldat. J'aime mon pays. Tout ce que j'ai fait, c'est pour mon pays. Donc, tant que l'équipe nationale aura besoin de Mame Jojo, je serai là. Merci. Ça me fait vraiment mal, tout ce qu'ils ont raconté, mais tout à fait. On aura l'occasion d'entendre Mame Jojo Diouf dans le journal en Wolof. Oui, le reste de l'actualité sportive, Boubacar Kamel. Et on va aller vite, donc juste des brèves avec la 16e journée de la Ligue 1, statu quo au sommet. Donc Jaraaf, AS Pikine et Union Sportive de Ouakam qui se suivent en tête du classement.
14 buts ont été inscrits en 7 matchs. Fait marquant, fin de la série noire du Port autonome de Dakar, le Casa Sport rechute. Enfin, le grand bond en avant de la Linguère de Saint-Louis. Vous entendrez donc Youssouf Bodian pour les repères de cette Ligue 2 sénégalaise de football. Hommage unanime, on parle d'athlétisme et standing ovation de plus d'1 minute pour Lamine Diack ce matin au King Fahd Palace. Le président de l'I2AF a été salué par des autorités, d'anciens sportifs et toute la crème dirigeante de l'athlétisme pour son œuvre, nous apprend l'APS. Le conseil exécutif de l'I2AF se tient aujourd'hui et demain. Une conférence de presse va mettre fin aux travaux ce mardi à 18h. Lamine Diack Antoine, qui dirige la Fédération internationale d'athlétisme depuis 15 ans, va quitter ses fonctions au mois d'août 2015. Et puis pour terminer, vous entendrez Salif Sow, un reportage de Salif Sow sur donc la lutte écurie Yembel Mbolo, donc avec ces écuries qui n'ont pas de boîte de pharmacie, encore moins de médecins. Prétexte, c'est la dernière blessure, la blessure récente devrais-je dire, de Gris Bordeaux de face. Merci Boubacar Kamel Dieng pour cette page des sports.